Donc bonjour à tous. Donc on va aujourd'hui vous présenter un Rex sur notre travail en fait du quotidien quelque part, hein, ce qu'on a fait ces derniers mois, qui est l'histoire de la construction d'une solution de paiement. Donc je vais vous présenter un petit peu l'entreprise aussi, hein, dans un contexte cloud native et puis dans une logique un petit peu de résilience et de disponibilité. Donc c'est un peu le concept d'aujourd'hui. Donc ça va s'articuler autour de ces axes-là. On va vous commencer à vous présenter un petit peu le contexte, donc ce qu'on fait, c'est quoi notre boulot, c'est quoi notre contexte métier. On va présenter un petit peu l'archi rapidement et ensuite on va attaquer dans le dur. Donc la haute disponibilité sur 3 grands axes, on va dire, autour du cloud, donc d'AWS, quels sont les mécanismes qu'on a mis en place, autour de Cube. Pareil. Donc on a eu quelques conférences déjà aujourd'hui autour de la résilience et l'autre dispo dans Cube, mais on va aussi parcourir les concepts et surtout ce que nous on a mis en place. Et puis autour de l'application, parce que c'est finalement la haute dispo et la résilience, c'est une articulation de tous ces concepts-là entre eux. C'est pas que du cloud, c'est pas que du Cube, c'est pas que de l'application, c'est un peu tout ça à la fois. Et voilà, donc on va parcourir ça. Alors HPS c'est quoi? On est éditeur de logiciels déjà. Donc on travaille pas très loin, Aix-les-Milles. Ce qu'on fait nous, c'est du paiement, donc des solutions de paiement. On édite une solution de paiement qu'on vend à des banques, banques, institutions financières, au travers, vous voyez, un peu du monde. Hein, donc on est un peu partout, on est dans 90 pays. On est une société marocaine qui a des ramifications un peu partout, donc ici en France. Et puis vous voyez des bureaux en Afrique du Sud, à Singapour maintenant. À Dubaï, à Maurice, enfin un peu partout. Et donc c'est quoi notre métier à nous? C'est le paiement. C'est-à-dire que ce qu'on va faire comme notre... Alors je vous ai mis un truc très simplifié hein, dans l'idée, mais c'est le logiciel qui va traiter tous les flux de paiement monétique que vous faites tous les jours sans forcément vous en rendre compte, c'est-à-dire payer chez votre commerçant, retirer de l'argent à un distributeur, payer en ligne sur Amazon, tous les modules en fait qui tournent autour de ça et les flux de transactions qui transitent derrière, eh bien c'est notre logiciel qui va les traiter. Alors il y a schématiquement 2 grands pans, hein. Un pan plutôt qu'on appelle temps réel, c'est quand vous allez chez votre commerçant, vous tapez votre code PIN, en fait la validation que vous avez suffisamment de soldes, enfin de fonds sur vos cartes, etc., c'est du temps réel. Et toute une partie back-office qui est plutôt des traitements de fin de journée. Donc en gros, schématiquement, le délai que vous avez entre le moment où vous faites un paiement et le moment où il apparaît sur votre compte, quoique maintenant les comptes sont beaucoup plus temps réel qu'avant, c'est plutôt du fin de journée. Donc ça, c'est plutôt une partie back-office qui va traiter tous les aspects métiers en fait, de tout ça. Et donc nous, on édite cette solution-là, c'est un assez gros bousin, hein, qu'on vend à beaucoup de banques. Et dans l'idée, en fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le refactoring de tout ça dans une logique cloud native. On est historiquement une entreprise qui faisions du Oracle et donc on a dû refondre tout ça en cloud. Si je peux ajouter quelque chose, Gaël, on est éditeur mais aussi on est fournisseur de SaaS via notre BU qui s'appelle paiement de service. Donc on édite et pour certaines banques aussi, on va aller processer les paiements à la place des banques. Voilà, c'était juste une Exactement. parenthèse. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on présente aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas que la partie édition, c'est toute la partie dans laquelle on a bossé avec la partie purement processing, donc les gens qui exploitent notre solution en mode SaaS. Alors nous, on est qui nous sommes, donc Gaël, enchanté, architecte solution, et Seb, architecte cloud. Alors j'ai mis un couteau suisse parce qu'on fait tout hein, un peu chez nous, on est une équipe très transverse, on est 25 personnes à peu près, on fait de l'archi-solution, de l'archi-logiciel, du cloud, de sécurité, de DevOps, on fait un peu de tout. Donc on a des gens qui ont diverses casquettes. Il y en a quelques dignes représentants aujourd'hui, peut-être pas forcément les meilleurs, mais on fait vraiment un peu de tout, quoi. Et on est aussi end-user SNCF, donc on participe un petit peu à la communauté. Bon, c'est très récent, donc d'assez loin, mais on est utilisateur des outils déjà de la CNCF. Et puis c'est vrai que c'est un écosystème auquel on essaye de participer au travers des KubeCon et puis etc. On aime bien, quoi. Voilà, alors la mission principale dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'était refondre le legacy. Alors on a un legacy, une application monolithique qui se faisait il y a 15 ans, 20 ans, ça marchait très bien, c'est du 3/3, une base de données Oracle avec beaucoup de PLSQL d'ailleurs, et puis un middleware Java, un front en Angular, voilà. Et donc on a voulu refondre ça, et la première question qu'on s'est posée, c'est quoi nos enjeux? Alors vous imaginez une solution de paiement qui fait du temps réel, qui traite de données sensibles. On a plein de choses à prendre en considération. Il y en a quelques-unes.
hautement disponible et résilient, simplement parce qu'une application de paiement qui ne marche plus, c'est la guerre. On a vu récemment, et plusieurs fois d'ailleurs, des switches monétiques, on va dire, qui ne traitent plus des transactions. Ça veut dire des commerçants à l'arrêt, ça veut dire des gens qui ne peuvent plus payer avec les caddies pleins au supermarché et qui laissent ça au milieu. Donc c'est ça derrière concrètement les impacts. C'est des impacts très très forts. C'est un site web qui ne peut plus vendre et donc c'est des pertes colossales. Ça se chiffre très très vite, hein, c'est en secondes. Donc on a besoin d'avoir quelque chose qui est disponible et résilient, avec des taux de disponibilité très élevés. Vous verrez, on en parle après, c'est du 4, 5, 9 minimum. On doit avoir des reprises sur panne et des pertes de données, donc des RPO et des RTO très courts, très petits, on va dire, proches de zéro. Alors, zéro, c'est très dur, mais en tout cas proche de zéro. On doit avoir une approche de zéro downtime deployment, c'est-à-dire on ne s'autorise pas à faire du downtime quand on déploie un patch. On doit être sécurisé. Alors là, je vous ai mis WAX 2021. C'est à l'époque, on avait présenté déjà un talk. On était les précurseurs, le premier WAX sur notre CI/CD sécurisé avec le monsieur présent ici, qui depuis est parti changer de crèmerie. Mais on avait fait cette présentation-là déjà. Et aussi le design for portability. Alors je vous le prends juste après. C'est parce que, comme je vous expliquais, nos clients sont des banques. Et l'enjeu qu'on a aussi beaucoup, c'est que c'est des gens qui ont déjà des infrastructures. Et les banques nous imposent aussi. Donc on a deux modes. Hein. Un mode où on vend à nos banques, qui déploient chez eux, et un mode où on fait du SaaS chez nous. Donc les banques, on processe pour les banques. Quand les banques déploient chez eux, ils vont nous dire « mais moi j'ai OpenShift, monsieur. Mais moi j'ai AWS, monsieur. Mais moi j'ai GCP, monsieur, etc. » Et donc on a un gros souci par rapport à tout ça, c'est que notre applicatif doit être un maximum designé pour faire de la portabilité et d'avoir le minimum de vendor lock-in possible. Alors, ce n'est pas toujours possible, Kubernetes étant un lock-in évident. Il y en a d'autres, hein, Kafka, etc. Mais en tout cas, on essaye un maximum d'être agnostique en termes de cloud, agnostique en termes de base de données aussi, vous allez voir, et de minimiser les dépendances aux third parties. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Au niveau de l'archi, alors nos hypothèses, c'est quoi? Bon, je vous en ai rapidement parlé. Résilient et hautement disponible, ça c'est sûr. Basé sur des microservices, bien sûr, scalable. Avec la compliance threat factor, très important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a inclus dès le début. C'est vraiment quelque chose qui est très fort dans l'approche, finalement, DevOps que l'on a dans la conception applicative et dans notre approche DevOps. C'est d'avoir une compliance avec les threat factors. Donc Cloud Native, en suivant les grandes directives Cloud Native, et puis en utilisant aussi beaucoup d'outils de la CNCF. Cloud agnostic, donc je vous disais, ça c'est un vrai challenge, c'est-à-dire savoir ne pas se loquer à n'importe quel mécanisme, AWS, Cloud ou quoi que ce soit. Ça c'est un vrai challenge important. On ne fait pas de lambda, on ne fait pas de serverless, on ne fait pas de natif sur n'importe quel cloud que ce soit, tout doit être portable. Et la base de données également. Donc ça c'est une petite timeline d'archi, je passe rapidement parce que l'idée c'est pas de vous noyer sous les informations, mais juste pour vous montrer qu'on a aussi dans l'histoire de ce qu'on a fait, beaucoup d'allers, de retours, d'erreurs, de progrès, de compréhension des choses. Sur la gestion événementielle, vous voyez, on a démarré avec Pulsar, puis on a fait du Kafka, puis on s'est établi sur Kafka, même si on s'est aperçu dès le début que Pulsar typiquement était beaucoup plus rapide pour notre use case en tout cas. On s'est fixé sur Kafka parce qu'on s'est rendu compte que c'était le plus largement utilisé. Et quand vous allez voir une grande banque française ou internationale et que vous leur parlez d'un outil qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne comprennent pas, ça met des freins. Et donc on a quand même toujours besoin d'avoir des choses qui sont plutôt établies sur le marché. Au niveau data streaming, on a commencé avec du Spring, du Kafka, puis du Flink, puis un petit framework maison pour gérer ça. Et puis au niveau des supports, donc là on était sur plutôt des migrations, on va dire, ou en tout cas des évolutions. Sur les deux dernières, on est plutôt sur des ajouts. Donc c'est-à-dire qu'on démarre sur du Kubernetes on-prem, puis on se rend compatible AWS, puis OpenShift, puis Azure. Sur la base de données, c'est pareil, on ajoute. Donc on fait de la base de données relationnelle, de l'OpenSearch, du Minayo, du Redis. Vous voyez, donc c'est des évolutions en fait régulières. Tech stack, rien à dire de spécial là-dessus. De l'OpenTelemetry, du Kafka. Alors pour l'observabilité, de l'ELK et de l'OpenTelemetry. Du Kafka, c'est des architectures microservices basées sur de l'événementiel. Côté langage, donc tout sur Cube bien sûr, du TypeScript, du Java et un peu de C, parce que c'est du legacy qu'on a récupéré. Et maintenant, on va se focuser sur le cœur du métier. Donc maintenant, vous avez un petit peu la big picture, on va dire, de ce qu'on fait. On a besoin d'avoir une architecture hautement disponible et résiliente. Alors, on se base déjà sur la loi de Murphy, c'est-à-dire
tout ce qui est susceptible de merder va merder, forcément. Donc en fait, c'est inclus by design, on sait que ça ne va pas marcher à un moment donné. Alors comment on fait? Eh bien, on fait via les 3 axes dont je vous ai parlé tout à l'heure, la haute disponibilité sur AWS, sur Cube et sur l'applicatif. Alors, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. La définition du chaos dans un domaine bancaire, qu'est-ce qui se passe? Votre appli ne marche plus, elle a un jour de non-disponibilité, vous avez les gens devant la banque qui viennent retirer leur argent. Donc c'est pour vous faire sentir un petit peu l'importance de ce qu'on fait. Je passe la parole à Seb, vas-y, je te laisse. Ouais, merci Gaël. Ça fait beaucoup de bruit. Je vous parlais un peu de haute disponibilité, un peu de disaster recovery sur AWS. Alors tout ce que je vais vous dire, ça fonctionne aussi sur d'autres cloud providers. Je vais vraiment vous mettre en avant des schémas qu'on utilise dans nos contextes de déploiement AWS, mais on le propose aussi quand, sur l'IBM Cloud, par exemple, les patterns restent complètement identiques. Merci, Gaël. Au niveau de nos SLA, donc notre taux de disponibilité contractuelle, notre offre SaaS, on va parler vraiment de notre offre SaaS parce que c'est HPS qui l'opère, c'est HPS qui la manage, c'est HPS qui processe. Donc on a des engagements contractuels avec nos clients. Des engagements contractuels, ça veut dire que si on ne respecte pas les engagements, on va avoir des pénalités de retard, des pénalités financières, une mauvaise image, de la réputation de la banque qui va être mise à mal, etc. etc. Donc contractuellement, bon, c'est toujours les commerciaux qui décident, qui ont le dernier mot, donc les équipes market. Les équipes market nous imposent du 4.9. 4.9, qu'est-ce que c'est? C'est une indisponibilité journalière de 8,6 secondes, hebdomadaire de 1 minute et quelques secondes, mensuel 4 minutes 21, trimestriel 13 minutes et des poussières, et annuel 52 minutes. Comme vous voyez, c'est peu. À l'intérieur de ce taux de disponibilité, on doit prendre en compte les interruptions volontaires, comme par exemple, je patch mon application, une faille de sécurité par exemple, un patch réglementaire, par exemple Visa peut nous imposer un patch sur le format des messages qu'ils envoient, ou Mastercard par exemple, et on doit aussi prendre en compte des interruptions involontaires, par exemple un tremblement de terre, par exemple le tremblement de terre en France. On va prendre le pire des cas, un tremblement de terre en France, mais par contre, il y a des porteurs de cartes Visa qui sont aux États-Unis, ils ne sont pas impactés par le tremblement de terre, mais il faut que ça continue à fonctionner, ou il faut qu'on ait un mécanisme de résilience qui permet de switcher le plus rapidement possible vers un site en stand-by, par exemple, qu'on va voir juste à l'instant. Merci. Donc au niveau de nos constats sur AWS, si on repart sur notre offre contractuelle, 4.9, on voit assez rapidement sur nos services managés qu'on utilise, que nous prenons sur AWS, que par exemple Kubernetes, AWS ne nous propose pas du 4.9. AWS nous propose du 99,95. Et encore, il y a du shared responsibility qui est complexe à mesurer, car AWS va nous fournir du 99,95 au niveau du control plane de Kubernetes, mais par contre, tout ce qui est worker node, c'est à nous. Donc ça veut dire qu'à nous d'aller faire les upgrades des nœuds, à nous d'aller les sécuriser, à nous de faire en sorte que toute la partie Ops, infra, se passe bien. Au niveau donc des workers EKS, pareil, au niveau de la RAM, CPU et de l'instance 99.9, 4.9, pas de problème. OpenSearch 4.9, pas de problème. Kafka, on arrive à Kafka. Kafka, AWS nous propose seulement du 3.9. Et c'est là, en fait, où déjà, nous, on propose du 4.9, mais AWS nous propose seulement du 3.9 au niveau de Kafka. Déjà, là, on a un premier problème. Puis après, Aurora, Postgres, 4.9, pas de problème. Et les load balancers, 4.9, pas de souci. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail comment ils font. Mais voilà, donc rien qu'avec ce slide, ainsi que les composants et les services managés que nous utilisons, on voit qu'on ne peut pas répondre au 4.9 signé contractuellement pour nos clients finaux. Donc comment nous faisons? Quels sont les patterns de disaster recovery, de haute dispo au niveau du cloud? Alors encore une fois, je vous parle d'AWS, ce sont des slides AWS, mais IBM Cloud possède les mêmes, Google Cloud possède les mêmes, j'aurais pu vous montrer
Les mêmes qui sortent de GCP ou d'IBM, ça aurait été pareil. Mais on va employer les termes AWS. Donc AWS nous propose 4 patterns. Le backup restore, que nous avons éliminé assez rapidement, parce qu'il ne nous permet pas d'avoir un RPO et un RTO court, et il nous impose d'aller recréer un site de disaster recovery dans une autre région, par exemple, qui n'est pas impactée, par exemple, par un tremblement de terre. Donc tout ce qui est backup restore, on l'a supprimé. Le multisite actif-actif. Celui-ci, sur le papier, RTO, RPO, real-time, pas de problème. Mais par contre, dans un système de paiement, tout ce qui est transactionnel, tout ce qui est avec Kafka, par exemple, c'est compliqué. Notre application, pour le moment, on ne l'a pas encore testé pour de l'actif-actif, et surtout avec Kafka et sur de la partie transactionnelle. Donc, on n'a pas encore travaillé sur cette hypothèse. Par contre, on a travaillé sur ce que je voulais vous mettre en avant. Les 2 hypothèses que je voulais vous mettre en avant, c'est le Pilot Light ou le Warm Standby. Le Pilot Light, on va peut-être passer au slide précédent. Voilà. Donc l'hypothèse 1, donc le Pilot Light. Dans ce cas, nous avons seulement les données qui sont disponibles. On va avoir une région qui va être active. On va avoir une région en stand-by avec Route 53. On reviendra sur le Route 53 qui est quand même un pilier majeur de notre architecture résiliente. Donc, comme vous voyez à l'écran à gauche, nous avons la région active qui permet de servir l'ensemble des clients, de répondre à Visa, de répondre à Mastercard. Par contre, sur la région stand-by, seules les données sont disponibles là, avec la configuration réseau, toute la partie de layout, network, mais les instances ne sont pas créées. Alors, on possède la partie autoscaling, on crée les autoscalers, par exemple au niveau de Cube, on va créer le control plane à minima, mais nous n'avons aucun worker qui est créé sur cette hypothèse. Au niveau des coûts, bon, j'ai mis deux symboles $. Nous avons un temps de création de l'infra sur la région en stand-by de quelques minutes, on va dire, mais ça ne coûte pas super cher. Aller créer une région, aller déployer une région seulement avec un VPC, avec la partie réseau, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher. Voilà. Et les données sont toujours synchronisées au niveau de la réplication, et on utilise les mécanismes de synchronisation d'AWS pour synchroniser en temps réel les données de la région active à la région stand-by. Puis après, l'hypothèse numéro 2, qui nous intéresse le plus, alors après on verra quel choix on a fait, nous permet d'avoir au niveau de la région passive l'application fonctionnelle avec un scope minimal de l'application. Elle va être fonctionnelle, cette application, elle va permettre de servir des clients, de servir des réseaux, par exemple répondre à une requête de paiement, mais par contre elle ne va pas être scalée à 100% pour un usage en prod. Voilà. Donc au niveau de l'application, on va la scaler pour avoir par exemple un seul worker, un seul nœud au niveau de Cube. Elle va fonctionner, il n'y a pas de problème. Fonctionnellement, ça va fonctionner. Au niveau des coûts, ça va coûter un tout petit peu plus cher que le Pilot Light. Au niveau des RPO, pareil, comme tout à l'heure, quelques minutes, le temps de scaler. Ça va encore plus vite parce qu'on a déjà la majorité des choses qui existent. On n'est pas obligé d'aller réappliquer un Terraform. On a des scripts qui nous permettent d'aller scaler automatiquement, ou voire même de l'autoscaling sur Kubernetes, qui nous permet de passer à l'échelle assez rapidement. Voilà. Et comme tout à l'heure, la réplication des données, elle se fait quasiment en temps réel entre la zone passive et la zone en stand-by au fil de l'eau, via des mécanismes d'AWS. Alors, comment on switch, comment on teste, qu'est-ce qu'on utilise pour ces mécanismes de résilience? On utilise Route 53. Route 53, c'est un pilier majeur, central de la résilience. Route 53 va nous permettre d'aller faire du readiness check, du health check. Donc, comment ça se passe? On a créé des lambda AWS qui vont aller envoyer des autorisations de test. Des autorisations qui ne vont pas débiter un compte sur une banque de tests au niveau de notre application.
Et cette lambda, elle va aller écrire des métriques à l'intérieur de CloudWatch. Route 53 va utiliser CloudWatch en fonction des événements, va nous alerter, va nous notifier s'il y a un souci. Je te coupe une minute juste pour dire quelque chose d'important, c'est que dans ces histoires de readiness, c'est pas simplement de faire des health checks qui soient entre guillemets bateaux. Vous vérifiez que votre service est up ou quoi que ce soit. L'idée en fait de ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire des readiness checks qui soient end-to-end, c'est-à-dire que quand vous avez un processus métier qui implique un certain nombre de composants, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient de microservices ou quoi que ce soit, vous allez essayer de passer au travers de tous ces composants pour valider que l'intégralité de la chaîne est fonctionnelle. Et donc c'est ça qu'on essaye de mettre aussi en œuvre dans ces mécaniques de bascule. Voilà, je te laisse. Ouais, merci, c'est une très bonne remarque. Donc, et après, donc, sur la partie liveness, readiness, comme Gaël vous le disait, avec réellement un vrai test d'une autorisation. Est-ce que mon autorisation répond? Est-ce que mon service répond? On va utiliser Arc d'AWS de Route 53. Route 53, Application Recovery Controller nous permet donc d'aller préparer la région en stand-by. Donc, de passer à l'échelle, de mettre à l'échelle la région en stand-by, d'aller vérifier son état avant la bascule des zones DNS. Bien entendu, quand je mets avant la bascule des zones DNS, on a fait le choix de ne pas faire de magie. On a fait le choix de ne pas utiliser la magie, de faire la modification, puisque Arc nous permet aussi de switcher automatiquement de région. Mais on a fait le choix de faire ce switch manuel, d'aller appuyer. Voilà, je veux passer sur la région B. On fait la région en stand-by et mettre la région en stand-by active. C'est un choix, ça se défend. Je sais qu'il y en a qui sont prêts à entendre que l'automatisation et la magie c'est bien, pas de problème. Mais nous, voilà, on a préféré appuyer sur un bouton et basculer manuellement. Alors pour aller plus loin, ce qu'on n'a pas encore mis en place et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est utiliser les services d'injection de panne d'AWS. Nous, aujourd'hui, l'ensemble de nos scénarios sont scriptés. On utilise des outils internes pour aller faire des tests de résilience. Mais on est en cours d'utilisation de Fault Injection Service, voilà, pour aller supprimer des AZ, faire de la coupure de réseau directement, faire du stress test CPU, faire du stress test EKS. C'est un service qui est proposé par AWS, voilà, qui est fourni par AWS. Là, c'est juste une question de temps pour le mettre en place et pour mettre en place surtout nos tests, comme on dit nightly build, sur FIS. Voilà. Parce qu'on a aussi des tests qui se lancent la nuit et ce qui est important, c'est de pouvoir tester tout ça de manière récurrente, quotidienne et vérifier en fait que ce qu'on fait dans nos Terraform et sur nos environnements de test, de qualif, etc., fonctionne bien. Voilà. Aujourd'hui, on se base seulement sur des scénarios de résilience qui sont implémentés dans des scripts faits maison. Parlons un peu de Cube. La résilience au niveau de Cube. Ce matin, on a eu une super conf au niveau de Cube. Bon, je pense qu'on va redire un peu ce qui a été dit ce matin. C'était super intéressant. Voilà. Comment on fait de la résilience au niveau de Kubernetes. Donc Kubernetes et AWS, donc Cube par défaut, donc, nous propose d'aller déployer le control plane de manière complètement résiliente, faire la résilience avec le control plane. Donc ça veut dire que on va avoir 3 masters, un master par AZ, et ça c'est par défaut. AWS nous propose ce service out of the box sans effort. Au niveau des worker nodes, donc des workloads, pareil, AWS nous propose d'aller déployer des instances EC2 dans plusieurs zones de disponibilité. Alors, on parle de zone de disponibilité, on n'est plus dans du cross-région. Là, vraiment, on se focus sur la région active. On fait la même chose sur la région en stand-by aussi. Voilà. Donc, en fait, on va avoir 3 AZ dans la région active et 3 AZ dans la région en stand-by. Voilà, on n'a pas représenté ce schéma, mais voilà comment ça se présente.
La réplication dans plusieurs AZ. Donc nos pods sont répliqués et scalés dans plusieurs zones de disponibilité au niveau du cloud provider, AWS, GCP, IBM Cloud par exemple. On va les configurer, mettre en place de l'affinité et de l'anti-affinité au niveau de nos déploiements pour faire en sorte que seul un pod, que si on a donc, deux scales au niveau d'un pod, qu'on ait bien un pod dans la Z1 et un autre scale dans la Z2. Donc tout ça se fait dans le manifeste de déploiement du pod, dans le manifeste Kubernetes. Et donc l'affinité et l'anti-affinité basées sur les labels des nœuds. Les labels des nœuds sont injectés directement par AWS, donc ça nous facilite la vie pour spécifier quel réplica doit être schedulé par Kube au niveau des workers Kubernetes. Le déploiement de l'application donc en mode haute disponibilité sur Kube. Voilà, là, on va un peu parler des mécanismes qu'on a vu aussi ce matin dans l'autre conf. Tout ce qu'on a utilisé, donc on a utilisé les probes pour aller vérifier le statut, tout ce qui est readiness. Est-ce que mon service répond? Alors, c'est pas est-ce que mon pod est déployé, c'est est-ce que mon pod est déployé plus est-ce qu'il va répondre, est-ce qu'il me rend mon service. On a mis en place tout ce qui est health check et starter probe. Starter probe, voilà, pour informer Kubernetes de la santé du pod à chaque fois. On a aussi quelques microservices un petit peu longs entre guillemets à démarrer. Spring Boot n'étant pas forcément l'idéal pour du microservice, surtout dans des archis où on a beaucoup d'évictions, beaucoup de création de pods. Il y a un bootstrap time entre guillemets un peu gros, et puis on fait un petit peu de stateful aussi parfois. C'est une application qui est un peu compliquée, on ne fait pas un site web. Donc on a parfois des temps de démarrage un peu longs, donc on est obligé de mettre en place des startup probes et des readiness probes qui nous permettent justement de gérer correctement ces temps de démarrage là et ces temps de rescheduling, on va dire, quoi. Merci Gal. Maintenant, on va parler de la partie graceful. Pareil, donc une fonctionnalité très intéressante au niveau de Kube qui va nous permettre, par exemple, par exemple, lors d'un déploiement, lors d'un patch, lors d'un upgrade, donc lors d'une interruption volontaire ou involontaire d'un pod, d'aller faire quelques vérifications. Donc, comme on sait, avant de terminer, quand on lance un nouveau déploiement d'un pod, Kube va envoyer un SIG-term, un signal au pod, à l'application. Donc, le pod va envoyer un signal à l'application, SIG-term. Il ne va pas lui envoyer un SIG-kill, il va lui envoyer un SIG-term. Donc, ce qu'on a implémenté au niveau de l'ensemble des microservices, c'est dès que les microservices reçoivent un SIG-term, ils arrêtent de traiter de recevoir des requêtes, tout ce qui est listener, par exemple, tout ce qui est socket TCP, on coupe les sockets TCP, puis on termine la file d'attente des autorisations de paiement en cours. Comme on est basé sur Kafka, ça nous permet, on a une queue, donc on termine, on vide la queue, et dès que tout est terminé, on rend la main à Kube pour qu'il puisse terminer proprement l'application, le pod. Voilà. Donc on l'utilise pour Elasticsearch, pour fermer proprement les connexions à la base de données. On utilise RocksDB au passage comme base de données interne in-memory avec un wall qui est flushé directement sur le file system. C'est une base de données clé-valeur, in-memory avec un wall qui est flushé. Donc on va aller le fermer proprement. On utilise Kafka, donc pareil, on va stopper les consommateurs, on stoppe les producteurs et on termine ce que l'application doit terminer. Pareil au niveau de gRPC, on va terminer proprement tout ce qui doit être fait, et Redis, c'est pareil, voilà, au niveau de Redis. Continuons sur le déploiement de l'application en mode hot dispo au niveau de Kube. D'autres implémentations, donc on utilise des init containers pour démarrer les pods en cascade. Dans le cas où nous avons des pods dépendants, parfois en fait un pod va être dépendant d'un autre pod en utilisant notre API Gateway. Donc tout ça on va le vérifier avec des init containers. On va utiliser, c'était la partie restart policy,
et utiliser les PDB, Pod Description Budget, pour mettre des règles d'éviction et rendre l'application plus robuste pendant la phase, surtout pendant la phase de maintenance, la phase d'interruption volontaire et involontaire. Alors c'est plus pour la phase d'interruption volontaire qu'involontaire, mais voilà, ça nous permet de mieux gérer la partie éviction et rescheduling des pods. Ce que nous avons appris avec Cube au niveau de la résilience, alors vraiment on focus sur la résilience. Cube, c'est pas magique. Sur le papier, la promesse est forte. Si on commence à regarder la doc, bon voilà, la doc va nous dire on va déployer le pod, ça va fonctionner, mais en fait c'est pas ça. C'est important de bien implémenter tout ce qui est bonne pratique. Il faut aller plus loin que la doc, le starter guide de Cube. C'est important d'aller implémenter des probes, mettre en place des init containers, tout ce qui est restart policies, les PTB, les requests, les limites, mettre de l'HPA si besoin pour faire de l'horizontal pod autoscaling, vraiment pour avoir une application qui va se rapprocher du near real-time. Zéro downtime, alors pas du near real-time, du near zéro downtime, du near ZDD comme on dit, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on va faire du ZDD, on essaie de s'en rapprocher. Voilà. On essaie de s'en rapprocher au maximum. La responsabilité aussi, ce que nous avons appris, ça c'est pour EKS, ce qui est important de rappeler, c'est que quand on prend un service manager sur EKS, la responsabilité est partagée. C'est très important de garder ça en tête. AWS fournit le service, fournit le control plane, mais par contre, c'est à nous d'aller manager tout ce qui est instance C2, worker node, comme on dit. Voilà. Donc, ça complexifie le calcul des SLA. Voilà, donc c'est ce que je mets en dessous. Donc le cloud provider est responsable de tout ce qui est RAM, CPU, mais par contre l'administrateur est responsable de la santé des nœuds au niveau de Cube et surtout de sa sécurité. Voilà, merci Seb. Voilà, je te passe la parole pour la suite, Yael. Alors, on approche de la fin, je vais à 18h, je vais vous prendre encore 5 minutes, parce que je vous ai dit au début qu'on avait 3 grands axes, hein, l'axe cloud, l'axe cube, l'axe applicatif. Donc on a fait les 2 premiers, je vais maintenant vous parler un petit peu d'axe applicatif. Et comme je vous le disais, c'est un peu la conjonction de ces 3 facteurs-là qui vont faire en sorte qu'on a quelque chose de résilient. Donc là, la question de la résilience logicielle, je pense, dans ce que j'essaye de vous montrer ici, je vais vous parler plutôt de robustesse. C'est-à-dire que votre application, vous la codez, c'est bien, mais quid de si j'ai un composant synchrone qui dépend de mon application mais qui n'est plus disponible? Quid de si j'ai un composant third parties, ma base de données, OpenSearch, Kafka qui n'est plus disponible? Alors qu'est-ce qu'on attend dans ces cas-là? Ben, on attend de la robustesse. Alors la robustesse, c'est quoi? On détecte les pannes, on implémente des retries correctement, c'est-à-dire si ça plante, on ne va pas rester là à attendre que mon pod soit reschedulé. On va quand même essayer de faire en sorte de réessayer s'il y a un problème. On va gérer globalement des timeouts lorsque on a un problème de connexion en n'importe quel système. Et il faut gérer correctement ces timeouts-là, bien sûr. On va mettre en place des probes, donc on en a parlé tout à l'heure, de manière à ce que si le problème est soit le logiciel, et des graceful shutdown d'ailleurs, donc si on a un problème au niveau d'une connexion, eh bien je peux tout à fait faire applicativement en sorte que ma probe renvoie une erreur et que je sois reschedulé, comme je peux le traiter moi-même. Et pour le graceful shutdown, c'est pareil, lorsque je reçois un signal pour me tuer, il faut correctement que je close mes connexions, sinon je vais avoir un problème, pas tout de suite, mais certainement un peu plus tard. L'application donc est loguer les problèmes proprement bien sûr et les codes erreurs documentés. Alors tout ça, c'est un ensemble. Je vous ai mis 3 petits points parce qu'on pourra en faire des caisses. Mais tout ça se met en général. Enfin en tout cas nous on a fait beaucoup de SDK pour ça. C'est-à-dire qu'on a un pool de développeurs, une centaine de développeurs à peu près hein, qui travaillent sur ça et demain 200, 300 parce que c'est une application qui commence à progresser dans l'entreprise. L'idée c'est de ne pas laisser ça aux développeurs en mode t'as qu'à suivre des best practices. On sait très bien que ça ne va pas être le cas, puis en plus c'est très difficile à vérifier. Donc en fait on essaye d'implémenter ça by design dans des SDK et des frameworks qu'on fait utiliser aux gens. On n'est pas en train de mettre des œillères ou de contraindre beaucoup trop, mais en tout cas de faire en sorte que lorsque les gens utilisent
fasse une connexion à une base de données, publie un événement dans Kafka, log quelque chose, il puisse y avoir des garde-fous et des mécanismes autour de ça qui leur permettent d'abstraire ces comportements-là et d'avoir l'application la plus robuste possible. Sur le deuxième point, alors sur la résilience, il y a deux cas, donc le cas synchrone et asynchrone. L'idée, c'est pas de vous faire un cours sur le two-phase commit et le Saga, c'est simplement de vous dire qu'on a des grands patterns en fait, qu'on essaie d'appliquer aussi pour gérer de la résilience applicative et qu'on a mis en place dans notre système. Donc nous, on a deux cas, hein. On a du gRPC et du Kafka. On a du gRPC pour certains cas synchrones, donc là je vous ai mis un vrai cas hein, de ce qu'on a chez nous, dans lequel en fait on a un premier service qui appelle, donc qui stocke quelque chose dans base de données, une carte par exemple, qui va appeler derrière un deuxième service, qui va stocker une adresse, qui va stocker un compte, etc. Donc c'est des microservices séparés, chacun s'appelle entre eux. Alors pourquoi c'est du synchrone dans ce cas-là? C'est parce qu'il y a des prérequis d'ordonnancement et on a quelques contraintes entre guillemets sur le traitement des lignes. C'est des fichiers de batch input en général, donc on a été obligé de faire du synchrone. Et donc dans ce cas-là, on est obligé d'orchestrer aussi les transactions générales. Donc une transaction distribuée sur plusieurs microservices étant un problème, si vous voulez avoir une application résiliente, eh bien il faut mettre en face un framework. Alors il y a des patterns, il y a le two-phase commit. Nous on a fait un choix qui est un petit peu, on va dire, au milieu. Donc c'est un two-phase commit orchestré par Kafka. Ce qui se passe, c'est que vous créez en fait les entités. Ces entités ont un statut qui est provisoirement suspendu, pending. Donc concrètement, la carte, quand on la crée, elle n'est pas tout à fait utilisable en l'état. On va faire ça pour toutes les entités de ce chaînage en fait de création, avec des statuts pending. Et puis une fois que tout est OK, l'orchestrateur, qui est ici le service carte, va envoyer un événement de commit ou de rollback pour que chacun qui y soit intéressé puisse concrètement valider le statut et passer la carte en active au sein du système. Sur l'asynchrone, là c'est plutôt un cas que nous avons à traiter sur, je vous ai parlé tout à l'heure de temps réel, le traitement des autorisations. Donc quand vous renseignez votre code PIN et vous allez payer, même d'ailleurs sur un site commerçant chez Amazon, hein, une transaction par ce système, cette autorisation en fait va passer par plusieurs microservices et va valider que vous avez les fonds nécessaires, que vous avez des plafonds nécessaires, donc ça va valider un certain nombre de choses par rapport à votre carte, mais au milieu de ça va impacter des compteurs, c'est-à-dire que vous allez impacter votre balance par exemple. Si vous avez un plafond de paiement à 100 dans la journée et que vous payez 50, la fois d'après vous ne pouvez plus payer plus que 50. Et donc tout ça va impacter en fait au fil du traitement des microservices des choses que nous souhaitons, si jamais un problème apparaît dans le système, rollbacker, entre guillemets, reverser. Voilà. Donc ça veut dire que l'impact de 50 € sur votre balance de 100, si un problème apparaît dans le système, le réseau n'est plus disponible, Visa n'est plus disponible, n'importe quoi arrive, je souhaite que votre balance, elle repasse à 100. Parce que concrètement, la transaction n'est pas passée. Et donc là, on met en place du Saga. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, un pattern chorégraphié, c'est-à-dire que on va envoyer des événements de reversal. En fait, concrètement, c'est ça chez nous, c'est qu'on envoie des événements de reversal qui vont annuler finalement l'impact de cette autorisation. Ça passe exactement par les mêmes briques que les briques du traitement classique, mais vont annuler tout ça. Un dernier, qui est un gros pain point chez nous, c'est le rebalancing Kafka. Alors là, j'essaie d'illustrer ça dans un schéma où on a en fait, donc ce qu'il faut imaginer en haut, ça c'est un topic, d'accord? Donc ce topic contient 4 partitions. Ces partitions-là sont consommées de base par 4 microservices. Donc on a un microservice par partition, c'est un exemple, hein. C'est pas du tout un use case réel. J'ai à un moment donné une instance qui fail, un pod qui reschedule, peu importe, un out of memory, ce que vous voulez, le pod va tomber. J'ai toujours mes 3 instances et j'ai mes 4 partitions, ce qui veut dire qu'une des partitions, à un moment donné, la P4 par exemple, n'est plus attribuée. Et donc en fait, Kafka va déclencher un événement, il va le détecter, il va déclencher un événement qu'on appelle rebalance. Ça veut dire qu'il va prendre toutes les partitions disponibles du topic et les rebalancer sur les consommateurs restants. D'accord ? À ce moment-là, la problématique qu'on a, c'est, pour nous en tout cas, c'est qu'on a des services stateful. Et un service stateful qui doit rebalancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va devoir reprendre une partition, remonter un état en mémoire. Et donc, qu'est-ce qu'on a été obligé de faire en fait pour ces cas-là? C'est de gérer une stratégie maison, entre guillemets, de rebalance, c'est-à-dire qu'on est tout à fait possible de surcharger la stratégie basique ou classique, en tout cas de rebalancing Kafka, de manière à ce que lorsque les pods se voient attribuer des partitions qui n'étaient pas attribuées auparavant, puissent récupérer les données en lien avec ces partitions-là pour remonter un état
entre guillemets, up pour pouvoir traiter des choses. Voilà. Donc c'est là aussi une des choses qu'on a dû faire, entre guillemets, pour traiter la résilience applicative, c'est d'avoir des stratégies maison de rebalance. Et puis, je crois qu'on a fini, donc on est à 40 minutes, on n'a pas été trop mal. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Tiens, je ne sais pas s'il n'y a pas de problème. Ouais, je pense que les micros, ça... Ouais. C'est à propos du graceful shutdown. Ouais. Est-ce que, il me semble que dans Kubernetes, on a un peu de temps. Ouais, c'est une termination période, ouais, c'est ça. Oui, donc voilà, ouais. Graceful shutdown période. C'est possible de le modifier ou parce que je sais par exemple j'ai ce problème-là et je voudrais faire beaucoup de choses avant qu'il meure, mais je sais pas si genre c'est une bonne pratique de faire ça ou dire bon bah finalement on fait ce qu'on peut, mais c'est pas. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne pratique au final ou C'est difficile à répondre. Je pense que c'est une question. Je n'ai jamais vu de bonne pratique autour de ça. Ceci étant, on peut estimer qu'il y a quand même un temps il y a un temps maximal au-delà duquel il ne faut pas aller. Certainement parce que tout dépend du bootstrap time du microservice et de la manière dont vous gérez globalement vos pods. Mais je pense que si vous allez au-delà d'un certain temps, vous allez avoir des problèmes globaux en fait, au niveau du cluster. Je ne sais pas si nous, combien on a. Ouais, alors je n'ai pas les chiffres en tête, ça va vraiment être en fonction, par exemple, le security module. C'est vrai qu'en fait, nous, on a augmenté le temps. Voilà. Le security module, c'est notre pod qui est le plus fat au niveau de l'architecture. Celui-ci, on l'a vraiment, on lui laisse pas mal de temps, donc on a surchargé le graceful période. J'ai pas le chiffre en tête, mais après c'est quand même ce que Kube nous permet de faire, ça nous laisse le temps de faire un certain nombre de choses. Par exemple, aller dépiler une pile Kafka. Nous, majoritairement, on fait du Kafka. Donc, on va couper tout ce qui est consommateur, tout ce qui est... Alors, pas obligatoirement le producteur, mais les consommateurs. On va couper les consommateurs, parce que sachant qu'il y a l'autre pod qui est au-dessus, qui est en cours de créer... Alors, qui est déjà créé, c'est l'autre pod qui va recevoir les nouvelles requêtes. Nous, on va terminer la file d'attente et on va continuer à produire. Voilà, grâce à Kafka, en fait, on arrive à... Je pense que ça dépend en fait du type de dépendance et de connexion. Enfin, en tout cas, ce à quoi est connecté le pod et ce qu'il fait. C'est-à-dire que si c'est un pod qui est complètement stateless, qui fait de l'API, il n'y aura pas particulièrement besoin d'augmenter ce temps-là. Si maintenant il y a des connexions à divers types de systèmes, des systèmes un peu éloignés, un peu complexes, sur lesquels on a besoin dans cette période-là de faire des choses un petit peu complexes, c'est-à-dire d'envoyer des signaux de termes... Des logs, par exemple. Voilà, donc là on peut s'autoriser à l'augmenter, encore une fois dans une certaine limite, qui, à mon avis, dans le temps, peut être problématique. Voilà, mais je réponds un peu de manière très générale. Non, mais voilà. Merci. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est important d'aller récupérer ce cycle terme et de faire un maximum de choses dans le temps imparti. Parce qu'il y en a plein, en fait, qui ne l'implémentent pas, et si on ne l'implémente pas, c'est là où on peut avoir des gros soucis. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, c'est pas vraiment technique, mais merci pour le prêt, bravo les contraintes que vous avez, c'est hyper challengeant. Ouais. Sur les SLA 99-99, c'est sur l'application que vous vendez aux banques. C'est sur le service. Alors, en mode SaaS, c'est même, effectivement, donc c'est du 4.9 en général qu'on vend. Il y a certains clients qui nous en demandent du 5.9, alors ce qui est très challenging. Il y a une vraie question dans le monde du cloud qui se pose, c'est de dire, est-ce qu'on peut, via l'application et via l'architecture, augmenter les taux de SLA offerts par le clouder, par le cloud provider? Le consensus est plutôt oui, globalement, de ce que je comprends. C'est-à-dire qu'effectivement, par l'architecture, on arrive à augmenter ces taux-là. C'est très compliqué à justifier quand même. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de processus opérationnels, les processus de bascule, les choses comme ça, qui nous augmentent ce taux-là. Et donc, la manière dont on les met en place sont très critiques. Est-ce que tu peux juste me rappeler, je suis parti dans... Est-ce que tu peux... Non, mais c'était ça, en fait, savoir si c'était le service. Voilà. Ouais, c'est le service. C'est ça. Vous vendez à la banque et est-ce que vous vendez 99-99? Oui, c'est ça. Forcément, ma question, après, est-ce que vous pouvez le divulguer ou pas? Est-ce que vous êtes indexé sur la perte de chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. Alors, en fait, dans les contrats, concrètement, ça va être des typologies de problèmes qui vont arriver. C'est-à-dire que en réalité, donc tu as un taux de effectivement 99,9. Au-delà, c'est effectivement, on va payer des pénalités qui sont un pourcentage journalier de perte, des choses comme ça.
C'est un pourcentage. C'est contractuel. Ouais, c'est écrit. c'est contractuel. Après, nous, ce qu'on doit fournir, en gros, c'est d'avoir... Enfin, tu as deux choses. Tu as les SLA et puis tu as dans le temps dans lequel tu réponds aussi. C'est-à-dire que si tu as un outage, dans combien de temps tu réponds? Si tu commences à dépasser un certain nombre de temps, là, ça va commencer à chiffrer très très fort. Voilà. Donc, et ça dépend aussi du type de problème. Bon. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Mais c'est bien contractualisé, ouais, c'est certain. Est-ce que c'est le temps réel qui est impacté ou est-ce que c'est seulement le back-office de création Voilà, de cartes? ça dépend quel module. Le temps réel est très clairement beaucoup plus critique que le back-office. Faire du multi-cloud, ouais. Alors, oui, c'est possible. Je sais qu'il y a certaines grosses banques qui le font. C'est des contraintes énormes et je ne suis pas certain, si tu veux, que ça ait un vrai intérêt. Parce que le use case dans lequel ça a un intérêt, le multi-cloud pour nous, c'est le use case où tu as une panne mondiale AWS. Voilà, en gros. Hein. Parce qu'on fait déjà du multi-région. Donc, déjà, une région qui tombe, c'est pas souvent. Avoir carrément un cloud qui tombe, je me dis que c'est un ceinture bretelle très très compliqué à gérer, d'autant plus que nous en interne, en termes de compétences, ça multiplie le nombre de gens qui doivent connaître, mettons Azure, AWS, machin, et puis même peut-être des opérateurs qui ne vont pas forcément toujours être sur le pont, etc. Donc opérationnellement, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Au niveau des compétences, de plein de choses, de l'outillage, le monitoring, l'alerting, le machin, parce qu'on essaie de centraliser aussi ça, tu vois, donc il y a des outils, il y a par exemple du Dynatrace, du Splunk ou du Datadog, peu importe, qu'il faut arriver à centraliser si tu fais du multi-cloud, et en fait il y a beaucoup de contraintes qui rentrent autour de ça. Et il y en a une qui est... On n'en a pas vu l'intérêt, mais c'est vrai que ça se pose de plus en plus sur ce genre d'architecture qui ont besoin d'avoir des taux de disponibilité extrêmement élevés. Ouais. Et la plus grosse contrainte aussi, c'est la réglementaire. Ouais, non, majoritairement, AWS, dans certains pays, l'accepte. Il y a d'autres cloud providers qui ne sont pas encore acceptés dans certains pays. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on processe des données bancaires et que dans certains pays, en fait, les pays n'autorisent pas à faire sortir ces données-là du pays. Alors, dans l'espace Schengen, par exemple en Europe, c'est le cas. C'est-à-dire que si une banque française ne peut pas hoster ses données en dehors de l'espace Schengen, ne peut pas avoir un truc en Asie. Et donc c'est pareil pour beaucoup d'autres pays. Là, pour le coup, l'Europe, c'est assez vaste, il y a beaucoup de data centers. Quand vous êtes en Afrique, quand vous êtes en Asie, certains pays n'ont pas de région AWS ou quoi que ce soit. Donc là, on est contraint aussi par la réalité physique du moment, quoi. Et dans ce cas, on va s'adapter au cloud. On mettra de l'IBM, on mettra du GCP ou on mettra du Azure, mais pas du cross cloud provider. Ouais. Sur le SLA aussi, vous avez bien étudié les SLA, j'ai vu sur les cloud providers. Du coup, à la suite de la présentation, je pensais que vous alliez faire le Kubernetes sur les EC2, et vous avez utilisé EKS malgré que le SLA soit inférieur à ce que vous attendiez. Et alors que pour Kafka, il était inférieur aussi, et vous avez décidé de faire pas de Kafka. Qu'est-ce qui a fait le choix non, pour Kafka, on utilise aussi du MSK. Non. Alors, non, c'est bien du MSK. On utilise toujours. Et le cross-région. C'est pas interdit. C'est-à-dire que c'est effectivement une option qu'on garde. La problématique là aussi, c'est que on est dans un effort de transformation un peu global en fait chez nous. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de monter en compétences, etc. Le service manager, c'est quand même un confort du moment, voilà. Et dans cet effort en fait de change management, j'allais dire, de changement chez nous, il y a besoin que des gens soient. Si on opère du Kafka, il faut vraiment des experts Kafka, quoi. Voilà. Et actuellement, on n'en a pas vraiment. Donc, on est obligé quand même de s'appuyer sur des mécanismes cloud. Voilà. Mais je ne suis pas interdit, effectivement, demain, si on veut commencer à pouvoir concrètement maîtriser ces SLA de manière un petit peu plus large, d'opérer nous-mêmes des Kafka, d'opérer nous-mêmes du Cube, ouais, c'est possible. Après, ça veut dire des process opérationnels, des procédures. Et est-ce qu'on fera mieux qu'AWS au niveau de la gestion des volumes, au niveau des sauvegardes, quand on fait du StreamZ par exemple. Et c'est pour ça, en fait, on fait un peu ceinture bretelle avec notre warm standby au niveau du multi-région qu'on peut switcher assez facilement. Ce multi-région nous permet d'aller garantir du 4.9, voire demain du 5.9 sans souci. On a... Ouais. 8 minutes. Pour changer de région, 53 avec mesure manuelle. Tout à fait. Comment vous y arrivez là ? Impossible.
Impossible. Alors, Impossible. non mais alors le SLA se calcule à l'année en général, donc effectivement, voilà. Oui, non mais si tu as tout cramé et que tu as une deuxième bascule à faire, on est mort. On prendra des pénalités. Non mais alors très clairement, le SLA c'est un objectif. Après il y a le SLI, voilà. Donc on essaye de rester au-dessus de la ligne de flottaison. C'est pas toujours le cas. Ouais. Alors, ça dépend. Ouais. Alors sur la base de données, on fait du Aurora, donc c'est du Global Database. Donc c'est Mécanique AWS qui fait du streaming replication basé sur le WAL en fait de la base. Ça t'envoie tout sur le DR. Sur OpenSearch, on fait du cross-cluster replication, qui est là aussi une feature d'Elasticsearch, enfin d'OpenSearch du coup, voilà, qui t'envoie là aussi en mode streaming sur le DR. Après, on a d'autres possibilités de réplication, par exemple sur du S3 qui fait ça bien aussi. Pour le reste, par exemple, Kafka, on ne le fait pas parce que c'est du temps réel, on a besoin de latence faible, entre guillemets, donc on ne fait pas de l'actif-actif sur du Kafka. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne fait pas d'ailleurs le mode actif-actif multi-région, c'est parce qu'on a du Kafka au milieu de tout notre processing, et faire un Kafka qui est spread sur 2 régions, c'est impossible. Il y a des latences beaucoup trop élevées, donc pas sur le Kafka. Kafka, s'il tombe, c'est pas grave. Ouais. C'est du temps réel, c'est ce qui nous perd. Voilà, on va peut-être perdre 2-3 transactions. Quelques transactions pendant... 2, 3, 4 quoi. non, on va perdre quelques transactions vraiment pendant la... qui vont pas être consommées. C'est pas énorme par rapport à la perte qu'on pourra avoir. Donc on s'autorise à perdre Kafka sur la région en stand-by. Et pour le reste, c'est du mécanisme AWS qui nous fournit par exemple... Non. Alors non, c'est pas du multimaster, mais effectivement il y a une feature, c'est pas très vieux d'ailleurs, il y a une feature de Global Database qui permet de faire du multimaster, mais ça c'est vraiment des features qui sont intéressantes dans la mesure où on fait du actif-actif justement. D'ailleurs il y a même d'autres modes où en fait dans la région passive par exemple, ou même active, hein, peu importe, les ordres d'écriture sont redirigés vers l'instance read-write sur l'autre site, ils fournissent ça aussi. Nous, c'est pas un truc qu'on fait. On fait vraiment, on a un nœud qui est en read-write sur la région active, entre guillemets, et après on stream en passif sur le WARM, quoi. Et après, il y a un process de bascule, c'est ça. On appuie ouais, 2-3, on va dire, mais... non, voilà, majoritairement, c'est manuel. Ouais. Pas d'automatique. Ouais. C'est important. Non, mais c'est un axe d'amélioration très clairement. C'est-à-dire que après, nous, on fait partie de l'édition de logiciels, on participe beaucoup à l'architecture SaaS. Il y a des gens qui opèrent, hein, qui sont en 24/7, etc., et qui sont responsables de l'automatisation des bascules. C'est quelque chose qui actuellement est largement améliorable, très clairement. Mais on travaille beaucoup dessus, quoi. Ouais. Et la magie, voilà, nous en tant qu'architectes et éditeurs de logiciels, la magie, on n'aime pas trop. Après, voilà, ceux qui veulent implémenter de la magie, libre à eux. Mais, on est bon. Merci à tous. Merci à tous. Merci.